Alors bonjour Pierre, Bonjour. merci de me recevoir dans votre librairie. Vous êtes libraire au Sable d'Olonne, à la librairie des Fables d'Olonne, Oui. qui est avec vue sur mer, directement sur le Remblai. Comment est-ce que vous aimeriez vous présenter? Ça peut être simple, je suis libraire, mais avec derrière ça peut-être une intention d'être un peu un apôtre de la lecture et de sa transmission. C'est-à-dire de ne pas simplement vendre des livres, mais peut-être prendre en compte le lecteur pour avoir l'opportunité de lui suggérer quelque chose qui résonne en lui, et donc qui va alimenter son envie de lire. C'est trouver le livre qui correspond au lecteur. Le prendre en compte le lecteur pour qu'il se sente entendu. C'est une nuance qui me paraît essentielle parce que lorsque l'on parle de soi, on rentre dans quelque chose de l'ordre de personnel, c'est très important, et lorsqu'on est dans le personnel, le libraire devient à ce moment-là un artisan du lien. On appelle ça du lien social, j'appelle ça du lien parce que ça me paraît quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Nous avons un mode de vie qui a supprimé une partie de ce qui était le lien qui nous unissait. Il est bon qu'il y ait encore des endroits où on puisse le préserver. Pour comprendre un petit peu votre amour du livre, mais plutôt des lecteurs en fait, si je comprends bien, on va revenir très longtemps en arrière, on va revenir à votre enfance. Quel était votre rapport au livre à ce moment-là? J'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je viens d'une famille où le livre était très présent. Ma mère était encore d'ailleurs, est toujours une grande lectrice. Les livres étaient présents à la maison et c'était pour elle un souci de nous laisser des livres à disposition. Alors d'abord évidemment des livres qui étaient adaptés à nos âges. Très jeune, on m'a lu des histoires, puis j'ai appris à lire et j'ai lu. Et ensuite, c'est quelque chose qui m'a accompagné au fur et à mesure que les années ont passé et que les circonstances ont évolué, parce qu'il y a des moments où on est beaucoup plus livré à soi-même, et le livre devient un compagnon. C'est intéressant, peut-être parce que je pense souvent à ça, en me disant ça évite d'avoir les mains vides, c'est vrai. C'est vrai, ça évite d'avoir les mains vides et ça évite cette vacuité de l'instant où on est là en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes en train d'attendre un rendez-vous chez le dentiste, vous êtes en train d'attendre, je ne sais pas, ça peut être que le temps passe un petit peu parce qu'il n'est pas encore l'heure d'aller travailler, d'aller bosser, parce que vous êtes entre midi et deux en train de prendre un casse-croûte dans un bistrot et vous êtes seul. Le livre est là pour vous accompagner. Et parce qu'il raconte, vous donner envie d'aller vers la fin et d'en choisir un autre. Ça veut dire que vous faites partie de ces gens qui ont toujours un livre avec eux, où qu'ils aillent. Oui. Peu importe combien de temps, même s'ils ne savent pas s'ils vont attendre. Moi, oui. je suis pareil. D'accord. Et donc, est-ce que vous vous souvenez de livres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant ou même un petit peu plus tard, adolescent? Peut-être qu'enfant, c'est un peu jeune, mais... Alors, c'est compliqué, j'ai presque envie de dire non. Ah ouais. Non, il n'y a pas de livre qui m'ait marqué plus qu'un autre comme ça. Peut-être à la réflexion, je dirais... Oui, à la réflexion quand même, parce que si je prends un livre, le problème c'est qu'il va en amener un autre, et puis il va en amener un autre. Si je vous dis que lorsque j'étais préadolescent, j'adorais lire Bob Moran, aujourd'hui ça fait éclater de rire les gens, parce que c'est quelque chose qui est complètement dépassé, complètement suranné, mais moi j'aimais bien ça. Et puis quelques années plus tard, alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voyageaient, on vivait aussi outre-mer, et donc quelquefois il n'y avait pas la télévision, donc le livre était drôlement bienvenu à ce moment-là. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait donné des livres d'Henri de Montfred, La croisière du hashish, Les trésors de la mer Rouge. C'est drôle parce que c'était quelque chose qui m'a complètement envoûté, alors qu'à l'époque on habitait une île dans l'océan Indien. Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là? À ce moment-là, c'était la fin du collège. Et quand vous dites que vous habitiez une île dans l'océan Indien, c'était où? C'était la Grande Comore. C'était avant l'indépendance. D'accord, Voilà. ok. Juste à côté de Mayotte, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a complètement oublié que l'archipel des Comores, c'était 4 îles, et que de ces 4 îles, il n'y en a qu'une seule qui est restée française, c'est Mayotte. Et est-ce que justement, vos pérégrinations dans le monde, enfin en tous les cas, apparemment vous avez beaucoup bougé avec vos parents, ça a influencé un peu vos lectures ou ça n'avait pas forcément de lien? Ça influence énormément ma façon d'exercer le métier. C'est-à-dire? Parce que c'est une ouverture sur le monde,
C'est une formidable ouverture sur le monde, et cette ouverture sur le monde, elle fait appréhender la lecture de manière différente, parce que on sait que tout ne se passe pas dans les livres, mais comme dans la réalité, comme ça se passe autour de chez moi. Hein, on pourrait considérer que, habitant mon petit village de Vendée, le monde est à la mesure de la vie que j'ai au quotidien, et non. Non, je sais qu'il y a d'autres mesures, d'autres milieux, et quelquefois, lorsqu'un livre me fait aborder un environnement que je ne connais pas, j'en admets la possibilité beaucoup plus facilement. Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez déjà ce rêve de vouloir devenir libraire? Non. Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'avais pas de rêve. C'est drôle parce que j'ai fait comme tous les enfants, avoir ces rêves de vouloir éventuellement être policier, pompier, explorateur, marin. Tous ces trucs-là, comme tous les enfants, j'ai eu envie. Et puis avec le temps, ça passe. On devient de plus en plus raisonnable parce que aussi on a un environnement qui nous pousse à cette raison, c'est qu'il faut aller à l'école, envisager éventuellement une formation, une spécialité, un avenir. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce cheminement-là, j'avançais selon ma prescription parentale sans avoir la moindre perspective personnelle. Et à quel moment ça vous est apparu que peut-être vous pourriez devenir libraire? Ah, ça m'est arrivé très très tard. C'est une histoire très drôle parce que j'avais fait des études de lettres et à un moment donné, alors que j'étais toujours en train de me chercher, ces études de lettres, elles m'amenaient à augmenter, si je puis dire, mon patrimoine culturel. J'avais toujours pas envie particulièrement d'être libraire, pas plus qu'enseignant, hein. Mais c'est un copain qui un jour, c'était à Nantes, m'a dit « il y a une place dans telle librairie, toi qui as fait des études de lettres, ça devrait t'intéresser ». J'ai postulé, j'ai été embauché, et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à comprendre, non pas que le livre en soi m'intéressait, c'était déjà le cas, mais que la relation que l'on pouvait avoir avec les lecteurs était enrichissante. C'est à ce moment-là que l'idée est née que peut-être vous pourriez devenir libraire ou pas encore vraiment? Pas encore vraiment. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Oh, j'étais autour d'une trentaine d'années déjà. D'accord, ok. Et donc c'était le premier stage dans une librairie à 30 ans, ça veut dire que vous Alors faisiez c'était autre le premier chose avant? emploi. Premier emploi, d'accord. C'était le premier emploi. Auparavant, j'avais fait pas mal de boulots alimentaires parce que j'étais déjà dans la vie active. Mais comme j'avais pas encore de perspective professionnelle définie, je me prenais comme ça se présentait. Lorsque je suis rentré en librairie, je livrais des médicaments auparavant. Il n'y a rien à voir. Absolument rien à voir. Ça avait l'avantage d'être quelque chose qui m'amusait. Je conduisais un camion. C'était très rigolo. J'avais une enfance à terminer, probablement. Je me baladais toute la journée. Et puis, j'avais l'avantage d'avoir un métier qui finissait tard le soir et qui commençait tard le matin. Donc, je pouvais faire grasse matinée tous les matins. Je trouvais ça très bien. C'est compréhensible. Et du coup, vous avez quand même fait des études de lettres parce que vous aviez déjà un amour des livres. Comment il est né cet amour des livres? C'est drôle. C'est un drôle de mélange. J'ai fait des études de lettres, alors on va le dire de façon plus négative, si je puis dire, parce que j'étais nul en maths et on a décidé pour moi que je devais aller dans cette filière-là. Voilà, on a dit, écoute, finalement, tu es bon en français, tu aimes bien lire, eh bien, tu vas aller dans ce sens-là. Alors, évidemment, on m'a d'abord, quand j'étais enfant, dirigé vers le latin, puis plus tard vers le grec. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai continué comme ça jusqu'au bac à faire un bac de lettres classiques, mais presque par défaut. J'avais aucune vocation en soi, hein. C'est pas que j'ai trouvé ça désagréable, j'étais absolument ravi de faire ça, mais j'avais pas de vocation. Et quand je suis arrivé en fac de lettres classiques, j'avais pas plus de vocation. J'ai continué parce que c'était la voie qui avait été tracée, sans savoir où elle menait. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ces études de lettres? Alors c'est très intéressant, quand j'y repense aujourd'hui, alors que je ne me souviens de rien du latin que j'ai pratiqué, je me dis souvent que ça apporte une formidable souplesse de l'esprit.
Parce que c'est l'étude théorique de grammaire, celle du grec, celle du latin, c'est l'étude d'autres civilisations anciennes. Ce sont des façons de l'apprendre, où il faut expliquer une règle de grammaire, où il faut comprendre quelle est la façon dont c'est tourné, qui amène progressivement à une grande souplesse de l'esprit. Et je trouve ça encore aujourd'hui quelque chose de formidable, en plus de la culture générale que ça apporte. Vous avez toujours été entouré de livres depuis que vous êtes tout petit. Oui. Vous n'êtes pas fait la réflexion que c'était peut-être un privilège? Non. Vous vous êtes jamais dit c'est moi qui l'ai choisi, c'était comme ça en fait? Non, j'ai pas le sentiment au départ de l'avoir choisi, ça n'est venu que plus tard. Quand est-ce que c'est venu? Je l'ai choisi, alors à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer? Le livre, je l'ai choisi relativement jeune, à partir du moment où j'ai aimé lire, donc ça c'est depuis le début. Je dirais les choses s'enchaînent un peu par hasard à partir du moment où je travaille en librairie. Quelques années plus tard, je deviens représentant d'éditeur, ce qui me permet de parcourir la France des librairies. Et ça, c'est intéressant parce que de toute forme de commerce du livre, même pour être plus précis, parce que ça me fait aller chez les grands libraires, ça me fait aller chez les petits libraires, ça me fait visiter les grandes surfaces spécialisées, l'espace culturel Leclerc, Cultura, Fnac, et prendre conscience de la façon dont évolue le marché du livre en France. On a connu, quand j'étais plus jeune, la librairie traditionnelle de centre-ville, avec son côté peut-être un petit peu figé, et on voit ce marché-là évoluer. Il y a un coup de pied dans la fourmilière qui est fait au moment où on ouvre la Fnac. On sent chez un certain nombre de lecteurs un espèce de fantasme dans cette nouvelle façon de proposer le livre en faisant tomber des barrières, en donnant le livre en offrant, si vous voulez, au lecteur un accès plus facile au livre. La pile est devant, il n'y a qu'à le prendre. Ce qui n'était pas toujours le cas dans les librairies traditionnelles où quelquefois le livre était même vendu derrière un comptoir. On demandait un livre, le libraire se retournait et tendait le livre. Donc on a désacralisé cette approche-là. C'est en le découvrant que petit à petit, j'ai commencé à imaginer ce qu'aurait pu être, selon moi, une librairie idéale. Et alors, c'était quoi cette librairie idéale à l'époque? Petit à petit, je commençais par voir mes interlocuteurs. Je voyais des gens qui travaillaient en librairie et je me disais, dans ma librairie idéale, telle personne, oui, j'aimerais bien bosser avec elle. Telle personne, non. Et ça tenait à un tout. C'est comment cette personne se tient, d'abord vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, et dans quel environnement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a cette capacité à l'indépendance d'esprit, cet aplomb, qui me paraît essentiel dans ce métier-là, et ceux qui sont peut-être un petit peu trop formatés par l'environnement dans lequel ils travaillent. Et pour moi, ça, c'est rédhibitoire, c'est non. C'est absolument indispensable. On est essentiellement autonome dans sa manière de penser, ce qui est essentiel pour moi, et ensuite dans sa manière d'être vis-à-vis de l'autre, parce que je crois que on est apprécié par son interlocuteur. Il faut savoir quand même que la plupart des lecteurs sont des gens qui ont quand même une certaine vivacité d'esprit. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à y penser au départ. Et petit à petit, ça m'a amené à penser non pas à l'autre, mais finalement quel libraire, et je n'avais pas encore formulé ça, quel libraire voudrais-je être moi? Et petit à petit, l'idée s'est faite. Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle s'est précisée, ça a été la surprise, après qu'on ait créé la librairie ici. D'accord. Oui. Ça a duré combien de temps cette phase de maturation? Mettez une vingtaine d'années quand même. D'accord. Ah oui, oui, okay. c'est long. Hein. Ah oui, oui, donc oui, ça bah oui. Quand on arrive sans avoir formulé ce projet-là, il est peut-être là quelque part en gestation, mais c'est inconscient, on ne le sait pas encore. Et c'est l'exercice du métier, la pratique avec l'ensemble de la corporation des libraires qui petit à petit fait émerger l'idéal que l'on est en train de formuler, mais pas encore le projet. Donc vous avez ouvert cette librairie. Comment l'idée d'ouvrir déjà une librairie, cette librairie-là en particulier, ici, dans un endroit quand même assez exceptionnel? Enfin, tout le monde ne peut pas ouvrir une librairie. Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Mais je dirais, l'idée, elle est amusante parce que, encore une fois, finalement, je vais décevoir tout le monde, ça s'est fait par défaut.
J'ai fini par aller travailler dans une boîte qui faisait de l'importation de livres étrangers, qui a coulé. Voilà, je me suis retrouvé du jour au lendemain sur le carreau, la boîte n'existait plus, elle avait été placée en liquidation judiciaire, j'étais au chômage. Et à ce moment-là, donc, j'en ai parlé avec ma compagne, qui, elle, est libraire de métier aussi, mais qui, elle, travaille dans une grande surface spécialisée, ce qui est assez marrant. Et on a formulé petit à petit ce projet ensemble, et si on montait une librairie? Elle est vendéenne, donc évidemment, pour nous, ça a été au départ, eh bien, on va l'ouvrir en Vendée. On a commencé logiquement à chercher à quel endroit est-ce que c'était pertinent à ce moment-là d'ouvrir une librairie. On a pensé sur la côte, parce qu'il y a la saison quand même, c'est pas rien. Et on avait 2 endroits qui vivent à l'année, c'était Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de manière plus modeste, et puis les Sables d'Olonne. Et on s'est dit, on va essayer aux Sables. Mais on va essayer avec tout ce que ça peut avoir d'incertitude. Mais je dirais, comme toute création d'entreprise, c'est un peu un entonnoir. C'est-à-dire qu'au départ, on a une idée qui est relativement vaste, et au fur et à mesure qu'elle se précise, je dirais, le courant devient de plus en plus fort pour aller vers sa résolution. Et c'est comme ça que ça s'est fait, je dirais, petit à petit, jusqu'à ce que les dossiers aient été montés, les banques sollicitées, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire autrement, et jusqu'à ce que ce projet ait pris une forme théorique assez précise. Bon, dans la pratique, sur le papier, ça devait marcher, et on pensait pouvoir travailler à 2, ensemble, au bout de 6 mois. Hein, ça allait marcher, nos projections étaient assez optimistes, et ça, il n'y avait pas de raison. Et puis, ça ne s'est pas du tout présenté comme ça, parce que d'abord, on avait été trop optimiste, et on n'avait pas non plus anticipé la lourdeur des charges fixes. Donc, au départ, j'étais tout seul. Hein, je ne pouvais pas me rétribuer. Tant qu'on arrivait à payer les factures, c'était très bien. Et puis, notre projet de travail à 2 a été repoussé, jusqu'à ce que finalement, on ait lancé la librairie. Et là, eh bien, ce que j'avais lancé intéressait moins ma femme que ça intimidait du coup. Et elle m'a dit non, je viens pas. Je préfère rester travailler là où je suis et toi là où tu es, parce que je ne suis pas persuadé que tous les deux, là où nous sommes, ce soit finalement si compatible que ça. Bon, ça n'a pas été formulé directement, hein, c'était une réticence à venir le faire. Elle me disait à chaque fois que je t'ai remplacé à la librairie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a régulièrement des clientes qui sont venus et qui m'ont dit « Le monsieur n'est pas là !» Et ça l'a horriblement vexé. Et je pense que c'est ça qui a enfoncé le dernier clou dans le cercueil du travail à 2. C'est un peu comme ça que ça s'est terminé. Il y a probablement un rayon sur lequel on se serait un peu marché sur les pieds, c'est sur la littérature. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on ne lit pas les mêmes bouquins. Elle continue à lire, et les bouquins qu'elle lit, je les ai là et je les défends. Hein. Ah ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'interlocuteur qu'on aurait eu, on ne l'aurait pas dirigé vers la même personne. Je pense qu'il y a des gens qui auraient largement préféré échanger avec Sylvie. D'ailleurs, il arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui disent « Bon, qu'est-ce que votre femme a aimé ?» Parce que soit ils l'ont trouvé sur le site de la librairie, soit c'est moi qui leur dis « Tenez, ce bouquin-là, elle l'a beaucoup aimé. » Il dit « Je préfère les goûts de votre femme. Oui. » Et j'ai aussi trompé des gens, mais pas souvent. Et il y a un exemple tout à fait particulier qu'on garde, sur lequel on rigole encore à la maison, c'est la couleur des sentiments. Il était sorti il y a une dizaine d'années, au moment où on a ouvert. Et ce qui est drôle, c'est qu'on l'a fait rentrer en pile, il avait un grand succès. Et je disais à ce moment-là, c'est le livre préféré de ma femme. Il y a énormément de gens qui l'ont acheté sur ce critère-là, qui sont revenus et qui m'ont dit « c'est un livre merveilleux ». Ma femme n'a jamais lu. Et c'était un livre que vous aimiez bien ou... Non, je ne l'ai pas lu. Ah bon je l'ai lu longtemps après. Mais alors c'était quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'étais persuadé qu'elle l'avait lu. Ah d'accord, ok. Et c'est elle qui m'a dit après, mais non, je ne l'ai pas lu ce bouquin-là. J'ai dit, tu te rends compte que c'est une des meilleures ventes de la librairie et que j'ai dit à tout le monde que c'était ton livre préféré. Et elle l'a toujours pas lu depuis? Elle l'a toujours pas lu. Moi, je l'ai lu. Ah, moi aussi, je l'ai lu.
Bon, moi, j'avais apprivoisé ce que je pensais pas pouvoir apprivoiser. Au départ, quand j'avais dit 6 mois, j'étais rongé de trac à l'idée de tenir 6 mois. Je dis, mais la libraire, c'est elle, c'est pas moi. Moi, je ne saurais pas faire ça. Je dis, moi, je peux juste tenir le temps que. Sauf que c'est quelquefois sur le tas que les choses s'éveillent. Et là, je dirais, ma vocation de libraire s'est révélée à ce moment-là. Et ça, c'est un truc, j'ai été le premier surpris. Je pensais faire les utilités pendant 6 mois et j'y ai trouvé quelque chose de profondément épanouissant. J'y ai découvert un amour du livre que j'avais déjà, oui, mais qui s'est multiplié. Parce que au départ, on lit chez soi pour se cultiver, pour se divertir, et on ne s'impose rien. Alors que là, d'un seul coup, il y avait une émulation qui venait d'ailleurs, mais il faut connaître les livres que l'on va proposer. Donc on a une fin de lire qui est beaucoup plus forte. On lit plus tous azimuts. On essaye de dire, tiens, ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que j'en pense, je ne l'ai pas encore lu, tiens, je vais le lire, celui-là. Puis alors, on voit arriver la saison des prix et on a des gens qui vous regardent presque avec les yeux de chimène en vous disant, alors, ce sera quoi le Goncourt? Alors là, vous êtes un peu au pied du mur en train de dire, il va falloir faire appel à son intuition. Et justement, l'intuition devient petit à petit le maître mot de l'exercice du métier. C'est ça qui vous plaît le plus? Oui, oui. Parce que c'est irrationnel, parce qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et de se dire, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, pour telle personne qui vient de me demander un livre et qui n'a pas d'a priori, on a échangé quelques phrases, c'est une intuition, pas celui-là. On ne sait pas du tout, hein. On n'a pas la moindre idée. Il faut simplement se dire, c'est celui-là que je sens, j'en accepte l'idée et j'en prends le risque. Bon, le risque est quand même très mesuré, hein, mais j'en prends le risque. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on découvre quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que le livre n'est pas un objet fixe, rationnel. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, c'est un texte, et puis finalement, c'est 250, 300, 400 pages qui sont imprimées. Ça n'a rien à voir. Vous prenez le même livre, s'il a été prescrit, mettez par les médias, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très impersonnel. La personne a eu envie de le lire, va le prendre, elle aime pas. Si elle a eu un interlocuteur, donc ça procède de ce lien dont je parlais tout à l'heure, qui vient lui donner des clés. Eh bien, on n'aborde pas le livre de la même manière. On rentre dedans en cherchant ces clés. Et lorsqu'on trouve ces clés, ou lorsqu'on comprend pourquoi est-ce que, selon le libraire, ce sont des clés, eh bien, il y a quelque chose de particulièrement, comment dire, c'est gratifiant. On se dit, ah, j'ai compris. Et lorsqu'on termine ce bouquin-là, eh bien, on l'apprécie parce qu'on a compris. Alors que si on le laisse de manière complètement aride comme ça à lire, eh bien on entend souvent j'ai trouvé ça formidable ou je ne suis pas rentré dedans. Alors qu'avec la clé, on rentre dedans. Et j'allais dire, le jeu de mots est quand même pas tout à fait fortuit. Hein, entrer avec une clé. Ben oui, un livre, c'est ça. Oui, il faut des clés de lecture pour lire un livre. Oui, bien sûr qu'il faut des clés de lecture. C'est à ça que servent les libraires. Hein. C'est à donner ces clés. Ah, d'accord, ok. J'avais jamais vu ça comme ça, c'est intéressant. Ah oui, et je le confirme chaque jour. J'ai eu encore aujourd'hui une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit à cause du Covid, j'ai pas pu venir vous voir depuis 2 ans, mais il y a 2 ans, vous m'avez conseillé 2 livres. Eh bien, ils étaient formidables. Et je lui demande quels sont les livres, et elle se souvenait de ce que je lui avais dit à ce moment-là, donc des clés que je lui avais transmises, et très clairement, mais c'était l'illustration de ce que je vois régulièrement dans l'exercice de ce métier, c'est je suis parti avec les clés quand je les ai vues dans le livre, c'est là que j'ai compris que j'avais aimé ce livre. Pour parler de livres de manière plus générale, enfin plus particulière plutôt, vos goûts à vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un bon livre pour vous? C'est encore un truc qui est un peu complexe parce qu'on pourra prendre l'ensemble des critères classiques. Ça veut dire qu'on va considérer, alors d'abord en parlant du roman, hein, d'abord du roman, on va considérer qu'un roman est un mélange de scénario et de style, de fond et de forme. Hein, et que j'aime quand il y a un bon équilibre des deux ou, en cas d'exceptionnel talent, lorsque le fond l'emporte sur la forme.
J'ai toujours un exemple qui me revient en tête et que tout le monde connaît, c'est Patrick Modiano. Modiano, essayez de raconter ce que raconte un roman de Modiano, vous restez un peu perplexe parce que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Mais il a une puissance d'évocation extraordinaire. Je dirais qu'il n'a pas volé son prix Nobel. Parce que c'est vraiment un bouquin, il vous sort une phrase, il vous sort une page, il vous sort un chapitre. C'est une évocation de tout un environnement, de personnages, d'histoires, de dynamique. Et vous en parlez à votre voisin qui vient de lire le même, il ne vous raconte pas la même chose. C'est drôle ça. Et ça, c'est pour moi, j'adore ce bonhomme-là, parce que je trouve, et en plus, il me fait rire, parce que lorsque il est interrogé dans les médias, il n'est pas capable de finir une phrase. Et pourtant, quand vous le lisez, vous dites, mais ce type a un talent fou. Et à contrario, un livre que je n'aime pas, c'est lorsqu'il est trop scénarisé, c'est-à-dire qu'il vous assène tout ce que vous devez savoir et ressentir, il ne laisse aucune place à votre imagination, à votre culture, à votre imagination et à votre culture. Il laisse rien n'est suggéré. Honnêtement, il y en a beaucoup. Je ne les citerai pas parce que c'est un peu embêtant. J'ai toujours un petit peu peur de faire de la peine aux gens qui aiment ça. Mais je m'y ennuie royalement. Lorsque l'on me dit ce que je dois ressentir et ce qui s'y passe de manière tellement scénarisée que finalement il vaut mieux regarder la série. Ouais, quand un livre vous prend trop par la main, ça ne vous intéresse pas. Je ne supporte pas ça. Je trouve que ça infantilise le lecteur et ça m'énerve parce que je pense à des auteurs qui savent formidablement suggérer. Je pense à Jeanne Benhammer quand elle avait écrit, je pense précisément à Otages intimes. J'avais eu le plaisir de la rencontrer lorsqu'elle était venue dédicacer ici au Sable d'Olonne. Et je me souviens de ce que je lui avais dit. Je lui avais dit « Merci madame de ne pas prendre vos lecteurs pour des imbéciles ». Elle était un peu interloquée. Mais parce que ça me renvoyait à un souvenir précis d'un monsieur qui était venu en plein été, qui venait de terminer un auteur de best-seller comme on les connaît, hein, ceux qui se vendent beaucoup en été, et qui me disait « je voudrais la même chose, quelque chose qui va m'emporter autant ». Et je me suis dit à ce moment-là en le regardant, et puis c'était quelqu'un qui était manifestement quelqu'un d'intéressant, hein, pour ça, on sentait une vivacité d'esprit, peut-être une ignorance dans les choix proposés dans les librairies. Et je lui tends le livre de Jeanne Benhammer en évitant tout un champ sémantique. Je ne lui parle pas de littérature, je ne lui parle pas de style, je ne lui parle surtout pas de poésie, d'écriture. Je lui dis simplement, prenez ça, lisez-le, vous m'en direz des nouvelles. Il est revenu, 3 jours après, en me disant « Votre bouquin est formidable, mais comment se fait-il qu'on ne connaisse pas plus cet auteur ?» Et vous avez une explication à ça? Non, peut-être pas. Si, il y en a une. Les auteurs de best-sellers bénéficient, on dirait un petit peu comme dans les Tontons Flingueurs, de la puissance de feu d'un croiseur. Parce qu'il y a derrière des éditeurs qui ont de bons attachés de presse, de bons carnets d'adresses, qui ont vraiment une puissance de feu. Hein, on va voir l'auteur qui est là au journal de 20 heures, on va voir le même auteur qui a un placard dans la presse avec sa photo, quels que soient d'ailleurs les supports. Hein. Vous aurez un mensuel, vous aurez un hebdomadaire, vous aurez même des quotidiens, et pan, vous avez de la pub, vous avez toute une colonne de publicité dedans. Donc évidemment, il se présente avec des slogans même qu'on entend à la radio, etc. Donc ce matraquage fait que le lecteur qui ne lira, mettons, qu'une seule fois par an pendant ses vacances, lorsqu'il va avoir envie de lire, et souvent cette envie va de pair avec le moment où il va faire ses courses, en grande surface, il y a une tête de gondole à l'entrée directement sur sa droite, paf, il le prend, et puis c'est ça qu'il va lire, parce qu'il ne sait pas aller chercher des alternatives. Alors que, évidemment, des auteurs comme ceux que je viens de citer sont des auteurs qui ne seront certainement pas soutenus avec cette puissance de feu, mais qui ont absolument besoin, même s'ils ont une grande qualité, de l'intercession ou de la médiation du libraire. Parce que c'est notre rôle de dire ça. Et là, en l'occurrence, quand je parlais d'intuition, on est en plein dedans. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un qui m'aura demandé un livre de plage se verra conseiller un bouquin comme celui-là qui était à valeur littéraire? Je ne sais pas. J'ai senti
que ça en valait la peine. Et quand la personne est revenue et m'a dit comment se fait-il qu'on ne connaisse pas plus cet auteur, je dis en tout cas je n'en sais rien, mais ce dont je suis certain, c'est quand on vous dit que vous êtes des idiots, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Parce que toute la communication qui est faite après, autour de ces bouquins best-sellers, sont des communications qui prennent vraiment le lecteur pour des imbéciles. Les lecteurs pour des imbéciles. Et du coup, Patrick Modiano, Jeanne Benhammer, est-ce qu'il y a encore un auteur comme ça qui vous a marqué? Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Là, on est dans la partie française que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres chez les Français. Mais j'aime aussi, c'est de notoriété publique, beaucoup le roman américain. Et pourquoi? Parce que je crois que derrière l'image que l'Amérique a toujours voulu donner d'elle-même, à travers son cinéma en particulier, à travers toutes ces choses-là, il reste un domaine, probablement un domaine culturel, dans lequel elle reste honnête avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle porte ce regard sur elle-même qui est sans concession. Et c'est la littérature. Lorsque l'on regarde, alors j'ai parlé par exemple tout à l'heure de La couleur des sentiments, on va aller un petit peu plus loin, disons en gardant le sujet. Là on est sur un sujet qui va traiter de ségrégation, qui est un sujet lourd dans la littérature américaine. Les auteurs sont... Mais il y a des régiments entiers. Il y avait Colson Whitehead quand il avait eu le Pulitzer avec Underground Railroad, mais on a eu aussi, et c'est une série sur Netflix maintenant, L'oiseau du bon Dieu de James McBride, mais on pourra regarder également, c'était Edward Kelsey Jones quand il écrit Les Suprêmes, on pourra continuer avec, je pense à Eleanor Anderson et Cotton County, etc., etc., etc. Dans ce domaine-là, déjà, il y a une quantité de romans qui vous racontent des histoires, qui vous décrivent des situations et qui vous disent « N'allez pas toujours croire » par exemple, que l'Amérique s'est construite avec John Wayne, qui était porteur des valeurs morales de l'Amérique blanche du bout de sa Winchester. On oublie que c'est un pays qui ne s'est pas toujours construit sur des images d'Épinal. Il y a quand même tout ce qui s'est passé avec les Indiens, quand même tout ce que l'esclavage a entraîné derrière, ségrégation, etc., et racisme malheureusement, il y a quand même des auteurs qui sont là pour dire « ça existe ». Et si on ne le dit pas, on ne pourra pas avancer. Mais c'est courageux. Et vous, c'est un sujet qui vous touche en fait? La remise en question de l'idée toute faite, oui. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien qu'on se pose la question, qu'on se dise... Alors d'abord celle-là, parce qu'évidemment, il est toujours plus facile de regarder, j'allais dire, la paille qui est dans l'œil du voisin. On dit « Oh, l'Amérique, ils sont racistes !» Mais ça nous invite aussi, à un moment donné, à balayer devant notre porte et nous dire « Et chez nous ? Sommes-nous vraiment blancs comme neige ?» Donc ça nous remet en question, et cette remise en question-là est propice à la littérature. Rien n'est acquis, on croit qu'on sait, tac, il y a ce livre qui vous dit le contraire. C'est intéressant. Je peux vous en citer un. C'est Petit Piment, Alain Mabanckou. C'est écrit en français par un auteur formidable, qui est un Congolais, et qui, lorsqu'il écrit son Petit Piment, il écrit, il le sait, il est publié au Seuil, il sera d'abord lu par des Français blancs. Eh bien, il nous invite, avec un sourire, à regarder ou à remettre en question le regard que nous portons sur l'Afrique, et qui est quelquefois pétri de clichés et de simplifications. Bravo, merci Monsieur Mabanckou de nous avoir invités à cette remise en question avec un sourire. Mais vous venez de me donner envie de le lire, du coup. Vous parliez à un moment de plusieurs âges de lecture, en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus à ce propos? Les miens? Ou les âges en général? Alors, les vôtres d'abord, et puis après, on peut aller sur les âges en général. Oui, je vais parler des miens parce que quelquefois, je les ai un peu projetés sur les lecteurs que j'ai le plaisir de rencontrer tous les jours. Alors évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les lectures de l'enfance. Hein. Bon, celle-là, on est principalement dans le scénario, les garçons
je n'aime pas trop cette manière de schématiser, mais c'est quand même partiellement vrai, préfèrent tout ce qui va tourner autour de l'aventure, éventuellement de la magie, la science-fiction ou des choses comme ça. On dit que les filles, maintenant ça peut se discuter, surtout aujourd'hui où on a un peu cassé les barrières, mais ont des sujets qui sont plus émotionnels. On sait que tout ce qui va être la littérature autour de les relations d'abord amicales puis présentimentales au collège ou dans les établissements scolaires intéresse beaucoup plus les filles que les garçons. Bon, faut pas trop se limiter à ces clichés-là parce que les barrières sont vraiment faites pour être foutues en l'air. Il est d'ailleurs même plutôt de bon ton d'y penser parce qu'on a quelquefois de très bonnes surprises quand on sort de nos clichés. Mais c'est un âge où c'est le scénario qui prime. On grandit, on passe l'adolescence, on devient jeune adulte. Là, il y a une première, on pourrait presque dire une première charnière. À quel moment est-ce que on a envie de passer au-delà du scénario? Quand on a autour de 14 et 15 ans, c'est le moment. En particulier, alors là par contre c'est plutôt dans le bon sens du terme, chez les jeunes filles qui sont beaucoup plus d'accord pour aller vers l'émotion, mais l'émotion littéraire, pas simplement scénaristique. Les garçons restent encore un peu sur la réserve et continuent à aller vers le scénario. La science-fiction est là pour appuyer leur imaginaire. Peut-être qu'il y a-t-il, c'est une question que je me pose encore, une certaine pudeur vis-à-vis de l'émotion chez les garçons, plus que chez les filles. J'ai eu le plaisir de recevoir des clashs de secondes et c'est vrai que la question pouvait se poser comme ça. Et vous ne trouvez pas aussi qu'on le retrouve aussi chez les auteurs? Il y a une différence, je trouve, entre les auteurs hommes et les auteurs femmes de ce point de vue-là. Oui. Clairement, ils n'abordent pas les choses de la même manière, mais on sent quand même que la barrière elle est plus perméable. Oui, je suis d'accord. Il y a quand même une volonté chez les auteurs mâles de transmettre de l'émotion. Beaucoup y parviennent très bien. J'en ai cité un tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres qui savent très bien transmettre l'émotion, en plus des signatures féminines. Je dirais après, quand ils grandissent encore un peu, c'est-à-dire qu'on sort de l'adolescence, qu'on est jeune adulte, on a perdu quelquefois un certain nombre de lecteurs qu'on espère retrouver un peu plus tard. Mais alors il y a un clivage là dans cet âge-là qui est intéressant. L'homme a besoin de quelque chose qui n'implique pas. Alors c'est vrai que la lecture du roman policier, il y a des femmes, mais beaucoup d'hommes. La lecture de l'essai politique, il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Qu'est-ce que vous entendez par qui n'implique pas? Eh bien, un roman policier, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous identifier autrement que éventuellement dans le héros. Il est rare que vous vous identifiez dans le serial killer ou dans l'assassin. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc on a, j'allais dire, c'est un fantasme. On se fantasme en policier, celui qui va résoudre l'enquête. Mais au fond, ça reste au fond de nous, assez tard. Tant mieux si on garde une âme d'enfant. Mais c'est aussi quelquefois un frein à l'accession à une certaine maturité. Il faut dépasser ce besoin de fuir l'émotion parce qu'on serait moins viril. Le problème ne se pose pas chez les femmes. Bon, en fait, ça revient à la même question par rapport aux émotions dont on parlait juste avant. C'est vraiment le même domaine. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quelque chose qui est révélateur, c'est 70% des clients d'une librairie sont des femmes. Dont acte. Et vous allez regarder chez les lecteurs hommes, c'est un très joli défi d'ailleurs, combien sont je dirais, à même, c'est pas qu'ils sont pas capables, mais ont envie d'attraper un roman. Mais un roman, je ne vous parle pas d'un... Alors même si je respecte profondément le roman policier et que je trouve qu'il y a toujours quelque chose à lire d'intéressant dans un essai d'actualité, dans un essai politique, et de très culturel dans un essai sur l'histoire, mais tout ce domaine de l'émotion, celui qui joue peut-être sur un enrichissement non pas théorique de l'érudition, mais dans un enrichissement émotionnel. C'est toujours culturel, mais c'est dans l'enrichissement. Il y a peu d'hommes qui vont sur ce terrain-là. Et le pire, c'est qu'ils y gagnent toujours. Comment ça s'explique ça pour vous ? Je ne suis pas capable de cerner la part de l'inné, mais il y a une part d'acquis. Je pense que nos sociétés sont construites comme ça.
que ce soit une société dans son sens culturel, mais aussi consumériste quelquefois. Hein. Le consommateur est quelquefois conforté dans ses schémas, ce qui fait que ça ne fait qu'ajouter à ça. Je crois quand même très fortement que depuis longtemps, on donne une place aux hommes dans laquelle il faut qu'ils aient du poil aux pattes et qu'ils soient forts face à l'émotion. Un homme, ça pleure pas. Donc il se tient à l'écart de l'émotion parce que au départ, peut-être qu'il en a peur, peut-être qu'il s'en protège, et puis il se conforte dans cette idée-là en considérant que ça ne le concerne pas. Et là, du coup, vous avez terminé les âges de lecture ou... Non, non, on peut continuer à aller un petit peu plus loin parce que vient ensuite l'âge de la maturité. Alors, il n'y a pas de barrière là, hein. Elle vient à chacun quand il est temps. Ce qui est intéressant, je prends toujours cet exemple de cette fameuse recherche du temps perdu, Proust. Tout le monde se pose la question, l'as-tu lu ? Qui l'a lu, qui l'a fini, à quel moment. Certains se sont piqués de le lire, je dirais, dès la vingtaine d'années et ont séché au bout de quelques pages, parce que c'est quand même un sacré casse-croûte. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'il faut admettre l'idée que toute lecture n'est pas, je le disais tout à l'heure, qu'un roman, et que tout roman n'est pas uniquement fait pour nous raconter une histoire. Il a des tas de dimensions. Et quand on a commencé à comprendre que les dimensions du roman sont quasiment infinies, on admet l'idée que l'on peut simplement être bercé par la musique d'un style. Ben Proust, il y a de ça. Vous l'avez lu ? Pas en entier, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'ensemble de ce que c'est que la recherche du temps perdu, c'est quand même un gros morceau. Mais du côté de chez Swann. D'accord. Il faut l'avoir lu au moins un peu pour savoir de quoi on parle. Mais aller au bout de la recherche, je ne suis pas encore mûr. C'est le travail de toute une vie. Oui, oui, oui. Bon, je m'y attaquerai plus tard. J'attendrai encore un peu. On a le temps, on a tout le temps. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais je vais quand même revenir dessus. Qu'est-ce qu'un libraire et qu'est-ce qu'un bon libraire pour vous ? Ça fait toujours un peu peur parce que on a dans l'idée de devenir un bon libraire. Ça, c'est quelque chose qui est un bel objectif. C'est un objectif après lequel on court toute une vie. On ne cesse d'améliorer ça. Un bon libraire. Alors oui, j'ai partiellement répondu. Je pense qu'il est avant tout à l'écoute des gens qui viennent lui rendre visite. Je ne parle pas de client, je parle de lecteur. Le client ne devient client qu'une fois qu'il est passé en caisse. C'est-à-dire que je dirais, pour paraphraser quelqu'un, la vente n'intervient que de surcroît. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'abord une rencontre avec un lecteur, que cette rencontre-là procède vraiment de quelque chose d'humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre quelque chose, on est en train d'essayer de savoir à qui on parle, à qui on a affaire, de nouer un lien. Je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout du hasard, c'est pas du tout des mots en l'air. On noue un lien et à partir de ce lien, on développe cette fameuse intuition et il faut être à même de changer la tonalité du lien à chaque personne. Ils sont tous différents. Chaque lecteur est singulier. On ne peut pas vendre un livre en série comme ça parce que les mots qu'on va employer, la façon dont on va s'approcher et dont on va approcher le lecteur, tout va changer. On est un peu protéiforme et c'est absolument passionnant parce que si vous croyez en un livre, ce ne sont pas les mêmes mots qui vont résonner chez chaque personne. Et c'est ça, un bon libraire. C'est cette capacité à affiner sans cesse son appréhension de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, a priori ? En fait, il faut en avoir, c'est ça qu'il faut travailler. Et vous ne pensez pas que justement la lecture, ça permet de travailler cette empathie ? Ah oui, si, évidemment. Parce que la lecture, ce sont des mondes tellement variés, tellement différents, qu'un livre, j'en parlais tout à l'heure, un livre dans lequel il y a de l'émotion, est un livre qui nous amène, parce que l'auteur l'a souhaité, nous amène vers une empathie. Et c'est la subtilité de cette empathie qui permet justement de la développer.
c'est pas la peine de nous balancer la tristesse d'un personnage pour lequel on aura beaucoup de compassion. À un moment donné, on finit par avoir pitié et on est complètement à côté de ses pompes. Non, c'est subtilement. Il est intéressant de voir un personnage, je dirais presque, peiner sur une situation sans que à aucun moment on ait énoncé cette peine. Je suis en train de penser à ce bouquin, c'est Olga Moreno qui a écrit L'étrangère, publié récemment chez Dalva. Et c'est très intéressant de voir l'histoire de cette femme espagnole qui, après avoir vécu des années et des années à Londres, revient, à la suite d'un accident de la vie, revient dans son Andalousie natale. Et en fait, à aucun moment, on ne nous dit pile poil ce qui se passe, ce qu'elle a pris sur le coin de la figure. C'est progressivement dévoilé. Et le fait que ce soit progressivement dévoilé fait qu'on entre en empathie avec cette personne, avec cette femme, et on ressent ses émotions. Elle revient chez elle, mais elle est partie tellement longtemps qu'elle est devenue étrangère. Mais elle-même se sent étrangère, étrangère à elle-même, étrangère à son pays, à sa région, à sa maison même, puisqu'elle revient dans la maison qu'habitait sa mère. Et c'est de la manière dont c'est écrit qu'on comprend le formidable talent de l'auteur qui, rien que là-dessus, vous fait tout un bouquin, et quand vous terminez ce bouquin, voilà, vous avez éprouvé quelque chose. Eh bien, vous avez affiné votre capacité à l'empathie. Je comprends. Et alors, quelle est la journée type d'un libraire? Il y a une journée type? Je ne sais pas s'il y en a une, c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y en a pas vraiment. Mais si, la journée type d'un libraire, c'est à l'ouverture, il y a du travail, beaucoup de travail, énormément de travail, et on se dit, je ne vais pas voir passer la journée parce que je ne manque pas de travail. Alors, il y a toute cette partie dont j'ai parlé, qui est, Dieu merci, notre carburant, notre nourriture, ce qui fait qu'on va s'épanouir dans l'exercice de ce métier et supporter cette formidable charge de travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Vous avez une réception, alors vous ouvrez le matin, c'est 10h pour moi, j'ouvre à 10h, et puis je vois un camion qui se gare devant, bon, voilà, il y a des cartons de bouquins qui arrivent, c'est mon réassort, ce sont mes commandes, c'est l'ensemble des choses qu'il faut passer par un ordinateur pour que ça rentre en stock, pour savoir si ça va sur une pile, sur une étagère, si c'est pour un client. Il y a tout ça. C'est beaucoup de boulot. Il y a après ça, évidemment, le plaisir, petit à petit, de voir arriver des gens et des gens qu'on connaît. Alors ça, je parle de ce qui est, mettons, 10 mois de l'année, puisqu'on a quand même 2 mois de saison au Sable d'Olonne. 10 mois de l'année, des gens qu'on connaît, avec qui on a le plaisir d'échanger, de conseiller des livres, quelquefois dire « j'ai reçu votre livre », etc. De débattre un petit peu de tout ça, de cet environnement-là. Il faut qu'il y en ait pas mal, de ces fidèles, parce que ce sont ces fidèles-là qui font vivre la librairie. Un libraire n'est vivant que parce qu'il a des lecteurs, et que ces lecteurs-là sont capables de donner ce qu'on appelle le retour sur leur lecture. Voilà, j'ai lu le bouquin que vous m'avez conseillé, j'ai lu le bouquin que je vous ai commandé, voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'en ressens. C'est aussi leur retour qui permet quelquefois de déclencher le coup de cœur du libraire, qui l'a lu, mais qui est mis en confiance parce qu'il n'est pas seul à avoir aimé. Et donc, il se sent beaucoup plus sûr de lui au moment où on le propose. D'une certaine manière, je dirais, un vieux réflexe, je ne sais pas si c'est le rapport à l'argent, si c'est le commerçant, je ne sais pas, mais de se dire, enfin en ce qui me concerne, de se dire lorsque je vends un livre à quelqu'un, là, j'ai la conviction qu'il en a pour son argent. C'est important parce que cette conviction-là, c'est celle qui va me décider à faire des effets de manche pour donner les clés. Et ça fait partie de la journée. Elle passe très vite parce que, en plus, j'ai la chance d'avoir un cadre magnifique. Je veux dire que je n'ai pas un instant pour m'ennuyer et j'ai la mer juste devant moi. On passe comme ça, on n'a même pas fini de faire sa réception. On doit aussi s'occuper. Alors, on peut avoir des marchés publics de médiathèques, c'est important. Donc, quelquefois, j'ai été les livrer avant.
je dois traiter leurs commandes, je dois faire des facturations, je dois, mon Dieu aussi, faire des déclarations pour la TVA, pour des choses comme ça. Il y a de la paperasserie, il y a de la comptabilité, il y a un certain nombre de choses à faire comme ça. C'est assez amusant parce que, enfin ça en soi, c'est pas amusant du tout, hein, mais ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que ça me rappelle ce que disaient des amis à moi qui sont libraires, à qui on avait demandé ah, vous avez un beau métier, qu'est-ce que j'aimerais faire le même métier? Et presque tous avaient la même réaction. Ils disaient mon Dieu, surtout ne fais jamais ça. Mais c'est le plus beau métier du monde. Et en fait, on se retrouve avec une journée qu'on a à peine entrecoupée à midi et qu'on reprend dans l'après-midi. Alors, ce fil est sans cesse ponctué par ces rencontres. Chaque lecteur est une rencontre, que ce soit la première ou la centième fois qu'on se voit. C'est toujours une rencontre, pour diverses raisons. Il y a, je dirais quelquefois, même un rapport de séduction entre le libraire et son lecteur. Alors quand je dis son lecteur, c'est de manière à ne pas dire sa lectrice, parce que là on dirait le lecteur est séducteur. Non, il ne s'agit pas de séduire la personne, mais de séduire le lecteur. Évidemment, de ce côté-là, on rentre là-dedans. Et puis, c'est marrant parce qu'on pourrait parler juste dans ce champ-là d'opération de charme, mais c'est réciproque. Et ça, c'est très intéressant, c'est très, très, très enrichissant. Et quand on pense que dans une journée, on va avoir 30, 40 personnes comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et franchement, c'est extrêmement nourrissant. J'imagine, oui. Ça, c'est ça qui vous plaît, en fait. Oui, c'est ça qui fait qu'on supporte le reste. Parce que c'est combien d'heures de travail à peu près? C'est très difficile de compter comme ça. On peut considérer que c'est c'est une dizaine d'heures de travail par jour. C'est énorme, c'est énorme. Ben, pas tant que ça, finalement. Non, parce qu'il y a aussi des choses qui sont très variées. Quand on va livrer le matin, si je dis par exemple, livrer une médiathèque, c'est rencontrer des gens qui sont passionnés. Oui. C'est pas juste porter des cartons, les poser là en disant voilà, je t'ai livré. C'est rencontrer des gens qui sont passionnés, qui sont aussi dans le livre, qui exercent le métier de manière un peu différente. Et donc, c'est une approche qui est différente et qui est tout aussi enrichissante. Et puis, ce sont des gens différents. Il n'y a pas de libraire semblable, et ben, il n'y a pas de bibliothécaire semblable, et on s'enrichit les uns des autres. Et alors, quand est-ce que vous trouvez le temps de lire? Parce que j'imagine que ça, c'est aussi une grosse part de votre travail. C'est pas du travail. Ah d'accord. C'est pas du travail. Alors, c'est une question qu'il faudrait poser à tous les lecteurs. Et inversement, demander à ceux qui ne sont pas lecteurs de vous répondre lorsque on leur demande pourquoi ils lisent pas. Ils vous répondent presque tous la même chose. Ils vous disent « j'ai pas le temps ». Et je sais par expérience que c'est pas vrai. On a tous le temps de lire. Si vous me dites « quand est-ce que je trouve le temps de lire ?» Eh bien, je rentre le soir à la maison et j'ai fait exprès de faire un silence en disant « ben voilà ». Là, j'ai le temps. Oui, vous préférez lire plutôt que de regarder la télé. J'irai me coucher plus tôt pour aller lire, oui. Oui, je lis le matin au petit déjeuner. Je lis quand je ferme entre midi et 2. Je passe mon dimanche à lire. Mais j'adore ça. Oui, en fait, c'est vraiment, ça reste un loisir pour vous, la lecture, même si aujourd'hui vous lisez beaucoup de livres pour votre librairie. Ah oui, j'ai pas de contrainte dans ma lecture. Il n'y a aucune contrainte. Ça me rappelle aussi une question que m'avait posée une élève de seconde. Je disais quand les classes venaient me rendre visite, qu'est-ce que vous aimez lire? Et en réfléchissant, j'avais fini par dire, en fait, j'aime lire. Peu importe. Oui, quasiment. Parce que même un livre qui ne me plaît pas a un intérêt. D'abord parce que j'aime savoir pourquoi il ne me plaît pas. Ça me paraît essentiel. Et ensuite me dire, et néanmoins, il ne me plaît pas, mais à qui peut-il plaire? À qui pourrais-je néanmoins le conseiller? Il y a des bouquins que je n'ai pas du tout aimés, que j'ai très très bien vendus. Parce qu'à un moment donné, on fait abstraction de soi. C'est un petit peu la mécanique dont je parlais tout à l'heure. Hein. On fait abstraction de soi, et puis on essaye de se dire, oui, mais cette personne-là pourrait apprécier. En fonction de ce qu'elle m'a dit, je suppose que. Alors, des fois, on se plante. Hein. Faut pas croire que dans mon métier, le risque zéro est toujours présent. Ça n'existe pas. Il arrive qu'on se plante. Mais heureusement, on en a peur, ce qui fait qu'on est d'autant plus attentif
à ce conseil. Mais il y a des bouquins que j'ai pas du tout aimés, que j'ai très très bien vendus. Et les gens m'ont dit, ah, c'est un bouquin qui est vraiment très très bien. Et quand je pose des questions, je m'aperçois qu'ils y ont lu quelquefois la même chose que moi, mais ce qui m'a déplu était exactement ce qui leur plaisait. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Et justement, votre librairie n'est pas très très grande non plus. Comment vous choisissez les livres qui vont avoir une place sur vos étagères? Alors j'ai la chance d'avoir une femme qui est libraire aussi. Alors donc on est deux à choisir. C'est un travail conjoint, ça c'est vraiment le cas de le dire. On va choisir, alors d'abord des livres qui seront, comment dire, des points de repère. Hein. Si on prend l'ensemble d'une étagère, que ce soit comme celle-là ou en bas en littérature, on va avoir des points de repère. C'est-à-dire s'il y a Balzac, Baudelaire, on se dit, bah, ça c'est pas des nouveautés. Non, mais ça jalonne. Hein, l'ensemble des personnes qui vont passer là vont avoir des points de repère. Et puis c'est ce qui va donner une crédibilité au fond qu'on va proposer. Ensuite, on va choisir des bouquins. Alors, il y a évidemment l'ensemble de l'argumentaire que nous envoient les représentants, les éditeurs. Il y a l'intuition qu'on peut avoir aussi, puis les auteurs qu'on connaît déjà. Puis de temps en temps, on tente des coups. Hein. On dit ça, ça, ça. Et puis, je dirais, un des éléments, moi, qui est un grand soutien, ce sont les éditeurs qui m'envoient des services de presse. Eux croient en leurs livres et me disent « Tenez, je vous envoie celui-là, je vous l'offre, hein, parce que j'y crois. » Ben, je les lis. Et c'est vrai que lire un livre, c'est probablement ce qu'on a trouvé de mieux pour le conseiller. Donc évidemment, ça joue beaucoup. C'est vrai que si on repense, par exemple, je disais que j'aime beaucoup la littérature américaine. Alors il se trouve que lorsqu'on a ouvert la librairie, c'était à ce moment-là un petit éditeur, il a grossi depuis. Les éditions Gallmeister ne faisaient que de la littérature américaine et ils avaient une chargée de relations libraires qui tenait beaucoup à tisser ce lien avec les libraires et qui m'envoyait des services de presse. Et j'y ai trouvé une quantité incalculable de pépites. À partir de ce moment-là, et parallèlement, on avait une page Facebook qui me permettait de faire des chroniques. Et donc, évidemment, j'ai chroniqué les bouquins qui me plaisaient. Ces pages-là, ces réseaux sociaux sont évidemment suivis par les éditeurs. À ce moment-là, il y a d'autres éditeurs qui publiaient de la littérature américaine, Albin Michel, pour ne pas le citer, qui se sont dit « Ah, voilà un libraire qui aime ce fond-là, je vais lui suggérer ce que je publie. » J'ai reçu des services de presse, j'y ai trouvé aussi des pépites. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec un certain nombre d'éditeurs qui disent « celui-là, oui, ce libraire-là, si je lui envoie ça, je pense que ça va lui plaire. » Et c'est vrai, il y en a qui font, j'allais dire, un travail qui est assez proche d'une autre. Et quand ils m'envoient un service de presse, c'est l'intuition. Ils se disent « tac, là, ça peut toucher. » Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Ils refont exactement la même chose que... Et c'est ça le livre. C'est ça le livre. C'est pour ça que y a quand même quelque chose de magique dans le livre. C'est pourquoi est-ce que cette lecture que l'on croit toujours en perdition, pourquoi ce métier qui est aussi peu rémunérateur et qui est aussi exigeant, pourquoi est-ce qu'il continue à susciter autant d'envie et de vocation ? Eh bien, parce qu'il y a cette part-là. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. On sort tout juste d'une période, c'est même pas encore terminé, d'une période qui, d'un point de vue sanitaire, la pandémie, a été extrêmement compliquée. On a décidé au moment du 3e confinement que la librairie était un commerce essentiel. Beaucoup de gens ont pensé que c'est parce que c'était l'objet ou la fonction lecture qui était essentielle. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ce qui était essentiel, c'est que l'on permette aux lecteurs de rencontrer le libraire. Parce que dans ces moments où on a tous été isolés les uns des autres, c'était une bouffée d'oxygène. Notre fonction, elle était là. C'est intéressant, je n'avais pas vu les choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'argent ? Oui. Combien vous gagnez à peu près ? Ah mais je peux le dire clairement, hein, je gagne 1 000 € par mois. Ah oui, d'accord, en faisant 10 heures de travail par jour. Oui. Le samedi inclus. Oui. D'accord, donc ça fait plus de 60 heures de travail par semaine. Ah ben on ne fait pas ça pour l'argent. Hein. Oui, j'imagine, mais du coup, c'était un petit peu pour avoir un point de repère. Mais ce qui est intéressant, on a la
j'ai la chance avec ma femme d'être le co-gérant de la société qu'on a montée. Donc évidemment, ça permet d'aménager, non pas le revenu, mais par exemple, ça n'est un secret pour personne, c'est de notoriété, si je puis dire. La voiture que je conduis est une voiture de société. À la différence de quelqu'un qui serait salarié, cette voiture-là, c'est la société qui l'a payée. On peut dire que c'est ce qui va arrondir mon salaire, puisque je n'ai pas besoin de la payer, de l'entretenir ou d'y mettre du carburant. Faites le calcul de ce que ça représente chez quelqu'un qui gagne le SMIC que le budget voiture. Bon, finalement, est-ce que je suis réellement à plaindre? Non. Ce qui est intéressant et ce que ce métier permet de découvrir aussi, enfin en ce qui me concerne, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, à partir du moment où on a ce qui nous convient. Hein. Il n'est pas question que je fasse la leçon à qui que ce soit, la pauvreté existe. Mais en ce qui me concerne, j'ai ce dont j'ai besoin et c'est l'exercice de mon métier qui fait ma richesse. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes libraire? Voilà, ça ne fait pas très longtemps, ça fait 11 ans. D'accord. Mais que je travaille dans le livre, ça fait 30 ans. Ok. Mais j'ai cru comprendre à un moment que vous étiez musicien. Oui. Et c'était quand cette période? C'est rigolo, ça aussi c'est une très très bonne période. Ça fait partie des rêves de gosse, on sait tous plus ou moins rêver dans une image de héros à un moment donné. Mon héros à moi, il faisait du rock, c'était forcément un rocker. Et puis, j'en ai rêvé, j'étais prêt même à inventer, à faire croire que j'étais musicien, jusqu'au jour où ce mensonge-là est devenu insupportable, et j'ai eu envie d'apprendre. Et je suis allé vers la batterie. Et j'ai appris à jouer de la batterie, et puis de fil en aiguille, avec les copains qui, eux, étaient déjà musiciens quelquefois, l'envie nous a pris de monter un groupe. On a fait comme tout le monde, ou comme tous les jeunes de mon époque à ce moment-là. Et on a monté un groupe, et puis on a eu envie de monter sur scène. Vous avez quel âge alors? Ça a commencé relativement jeune, mais je dirais ça a pris une certaine forme à partir d'une vingtaine d'années. Et comme je suis un adolescent attardé, j'ai gardé ça pendant 20-25 ans. D'accord, ok. Les derniers concerts, c'était très très drôle. On faisait des reprises qu'on jouait dans les campings en Vendée. J'habitais pas encore en Vendée à ce moment-là, mais en Vendée, j'ai fait des concerts dans les campings en Vendée. Mais ça a été, c'est une longue période. C'est forcément quelque chose qui est, on vit un rêve de gosse et qui tente. Alors là aussi, hein, la musique, c'est quelque chose qui tend toujours vers l'excellence. On est modeste. On garde de l'humilité, on n'est pas des virtuoses, mais on cherche tout le temps à s'améliorer. Et ça, vous avez toujours fait ça en parallèle de vos études, de petits boulots? Oui. Vous n'avez jamais gagné entièrement votre vie avec la musique? Non. On pouvait dire qu'on était semi-professionnel parce qu'on touchait des cachets, mais on mettait rien dans la poche. On réinvestissait tout dans les dépenses que supposait un groupe. Il fallait payer un imprimeur parce qu'on avait fait des affiches, on payait l'imprimeur avec des cachets. Il fallait louer une sono parce qu'on n'en avait pas, on le faisait avec ça. On devait se déplacer à 100, 150, 200 km. Oui, mais ça payait le carburant. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Donc évidemment, on n'en a rien sorti. D'accord, ok, juste du plaisir. Oui, puis alors c'est une notoriété de quartier, ça veut dire que j'étais le batteur le plus connu de ma rue, hein, vu que j'étais le seul. Non, on reste très 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 modeste avec ça. Mais ce sont des formidables souvenirs. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous pourriez dire qu'aujourd'hui, le métier de libraire que vous exercez, c'est vraiment, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie, votre vocation, d'être à votre place? Oui. Avec, je vous dis, toute la découverte que ça suppose, c'est qu'au départ, on m'aurait posé la question, j'aurais été incapable de répondre. Même quand j'étais représentant d'éditeur, où je commençais déjà à imaginer la librairie idéale, la librairie idéale, c'est de l'ordre du fantasme. On n'en est pas encore à se dire, oui, mais je vais le faire. Et c'est intéressant parce que je me souviens d'un... Il était directeur commercial dans une boîte... Non, il était directeur de la boîte qu'il avait montée. À ce moment-là, il vendait des guides de conversation et c'était mon employeur qui les distribuait à ce moment-là. Et il était venu tourner avec moi... c'est marrant parce que je me souviens très bien de ça. C'était dans le Nord-Pas-de-Calais. On était au Touquet, tiens. Et je lui parlais justement de la façon dont j'appréhendais le métier de libraire. Et il me disait, mais tu devrais avoir ta librairie.
À ce moment-là, c'était même pas à l'état de projet. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas vraiment à votre place, que vous cherchiez encore, ou vous vous posiez pas trop la question? Non, je ne me posais pas la question. Le représentant d'éditeur me convenait pas mal. C'était assez sympa. J'ai bien aimé ce métier-là parce que, certes, on venait souvent, tout le temps, même en déplacement, souvent à l'hôtel, mais on rencontre du monde, on voit du pays aussi, c'est assez sympa. Ce qui est intéressant, c'est quand ça s'est arrêté, j'ai posé le sac à terre, comme dirait l'autre, et là, par contre, je me suis dit, c'est fini. C'est bon. Ah, ça, c'était une évidence. Oui. Ok. Je voulais plus reprendre la route et quand, avant même d'avoir monté le projet de la librairie, ma première démarche, ça a été de retrouver du boulot dans le même métier que celui que je venais de quitter. Je voulais devenir représentant d'éditeur puisque je savais le faire. Et au fur et à mesure que je cherchais, au fur et à mesure, je me disais, mais j'ai plus envie de reprendre la route. Parce que c'est quand même, c'est très contraignant, hein. C'est pas le même temps de travail, mais le temps d'absence de la maison est beaucoup plus important. Ouais, j'imagine. Et là, aujourd'hui, vous verriez pas faire autre chose? Non. Quels sont les projets pour la librairie? Est-ce qu'il y en a? Les projets, disons, il y a des projets peut-être, des rêves, oui, d'essayer de leur faire prendre forme, oui. Il est évident que, bon, on a eu de la chance, la librairie ça a pas mal marché, et ce serait peut-être pas mal de trouver un endroit un petit peu plus grand, parce qu'on commence à être un petit peu serré entre nos murs, de un peu développer le fond. Il y a des rayons sur lesquels j'aimerais bien travailler. Par exemple, on n'a pas assez de place pour développer un rayon science-fiction. C'est dommage. Je déçois un certain nombre de personnes quand elles viennent, en particulier l'été, parce que dans ce domaine-là, j'ai rien. J'aimerais, pourquoi pas, développer un peu des rayons, je pense à des rayons vie pratique. Il y a des choses intéressantes dans les rayons vie pratique, ou tourisme, mais dans ces domaines-là aussi, je me demande, est-ce que ça vaudrait la peine? Est-ce que... c'est aussi, on voudrait s'étendre un peu, ne serait-ce que pour que et avoir plus de choix, ne serait-ce qu'en littérature. Hein, il y a des tas de choses à faire en librairie. Pourquoi pas aussi, ce qu'on aurait pu développer un peu plus, c'est la bande dessinée. Il y a plusieurs axes dans lesquels on peut réfléchir. Qu'est-ce qu'on voudrait développer en priorité si on avait plus de mètres carrés? À voir là-dedans. Si on a 10 mètres carrés de plus, un peu plus de science-fiction. Si on a 30 mètres carrés de plus, on change la donne. On peut y aller beaucoup plus loin. Du coup, c'est soit un déménagement, soit un agrandissement. L'agrandissement, non, c'est pas possible, pas dans ces murs-là. Un agrandissement, non. Un déménagement, oui. Ah. C'est ça. Mais je me souviens qu'au moment où on a commencé à monter le projet de la librairie, j'avais pris un livre sur « Ouvrez un commerce », c'était le titre. Et il y avait des règles sacrées, et la première règle sacrée, il y avait 3 règles sacrées pour l'emplacement, c'était un bon emplacement, un bon emplacement et un bon emplacement. Et là, on a la chance d'avoir un très bon emplacement, on le paye au prix fort, mais on a un très bon emplacement, déménager dans un emplacement équivalent. Oui, c'est là où ça se complique. Ça se corse, oui. Ça se corse. Et alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la librairie? Ah ben, j'en ai déjà eu qui sont venus à la librairie. Le premier conseil est toujours informel, mais on a un métier qui est très irrationnel. Hein. C'est, si tu as le feu sacré, ça marchera. J'ai souvenir d'avoir pensé ça pour certains, dit ça pour d'autres. Ils avaient le feu sacré, ça marche. La pensée, parce que je n'ai pas transmis la bonne parole comme ça, mais je repense, je peux citer son nom, hein, c'est Flore, qui a la librairie Le Florilège à Fontenay-le-Comte, qui était venue me voir, et on avait échangé un peu. Elle m'avait raconté son parcours, elle m'avait raconté son projet. J'avais eu l'occasion après de la voir au téléphone, et je me souviens qu'à ce moment-là, je lui avais dit, si tu as le feu sacré, ça marchera. Elle a le feu sacré.
Et ça, je crois toujours en ça. J'ai le souvenir, quand on a monté notre projet, lorsqu'on s'est adressé, alors on ne rentrera pas dans les détails, c'est peut-être pas le moment de cracher dans la soupe, c'est pas sympa, mais quand on s'est adressé au sens large aux professionnels de la profession, la grande majorité nous a regardés avec des yeux effarés en nous disant « Ne faites pas ça, vous êtes morts dans les 6 mois ». Et ça fait 11 ans que ça dure. Et ça fait 11 ans. Voilà. Et quand ils nous ont dit, parce qu'on demandait des subventions, quand ils nous ont dit « mais si on ne vous suit pas, vous y allez quand même ?» Oui. Ouais. Dont acte. Mais alors moi j'ai une question quand même qui me pose question, c'est le cas de Oui. le dire. Comment vous faites pour retenir tous les livres que vous lisez et pour pouvoir les conseiller derrière? Alors je vais répondre par une boutade, je mange beaucoup de poissons. C'est pas vrai. Moi ça ne marche pas avec moi. Oui, c'est ça. Non, j'en sais rien. Je pourrais trouver plein de bonnes raisons pour tenter d'expliquer ça. J'ai pas d'explication. Disons que la nature m'a doté d'une bonne mémoire. Est-ce que vous pensez que c'est un indispensable? C'est très utile. C'est très utile. Alors je pense quand même que la mémoire se travaille. J'ai eu la chance, dans certains établissements scolaires que j'ai fréquentés, c'est-à-dire que je suis né à une autre époque, comme dirait l'autre, où on avait des exercices de mémorisation très importants. Hein. Et ça, c'était quand même quelque chose qui, à mon avis, je pense, travaille beaucoup la mémoire. Parce que le premier réflexe, je dirais un truc tout bête, vous apprenez une fable de La Fontaine, vous la retenez mieux lorsque vous arrivez à accrocher votre esprit à quelque chose qui vous parle. Soit vous voyez l'histoire que ça raconte, et donc évidemment, vous vous accrochez à une logique dans le déroulement de cette histoire. Il ne vous reste plus qu'à retenir la forme du récit. Soit c'est la forme du récit parce qu'elle a une musique que vous aimez et vous continuez comme ça. Pourquoi est-ce que l'on est capable de retenir les paroles de quelqu'un comme, pour moi ce sera Aznavour. Je ne suis pas fan d'Aznavour, mais je trouve que quand il dit « je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître », c'est rythmé. Alors c'est peut-être le musicien qui parle, mais vous voyez comment est-ce qu'on retient la phrase. Et surtout, à un moment, on se dit qu'on a dépassé le temps des moins de 20 ans, quoi. Oui. Moi, non, toujours pas. Moi, je suis resté bloqué là. Et alors, une dernière question. Là, ça va être plutôt pour les auteurs, les jeunes auteurs en herbe. Vu que voilà, vous avez quand même une certaine connaissance des livres, quel conseil vous pourriez donner à des auteurs ? Alors pour pas les décevoir, j'ai souvent entendu ça aussi pour la musique, enfin toute expression culturelle, du travail. C'est un boulot monstre. Imaginez que l'on a du talent, c'est souvent, ça peut être, non, c'est pas souvent, c'est parfois justifié. Mais le talent n'est rien sans du travail. Ça, ce sera la première chose. Ce travail, il est aussi quelque chose qu'il faut aller confronter à l'autre. Hein, on est capable de sortir un manuscrit. Il ne faut pas se dire que parce qu'on l'a fait lire à sa maman ou à sa sœur qui dit « c'est vachement bien ce que tu as écrit », vous épatez vos proches parce que vous avez été capable d'écrire 450 pages. Maintenant, au-delà de ça, s'il faut on a le nez dans le guidon en plus, que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a pas d'a priori, je dirais le mieux c'est quelqu'un qui vous est totalement étranger, lise le bouquin et dise « pan » ce qu'il en pense. Et là, quelquefois, souvent, vous prenez dans la figure ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça, c'est un conseil essentiel. Hein. Et ça veut dire 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Vous voyez, quand je parle de boulot, c'est pour ça que je ne suis pas auteur, c'est beaucoup trop de travail. Mais c'est un truc qui est très intéressant. Vous y retournez, et puis quand vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui parle pour ça, et quand vous sentez que les lecteurs commencent à avoir des réactions plus positives, alors c'est le moment. Il faut franchir le truc, surtout. N'ayez pas la désastreuse idée de vous faire publier à compte d'auteur. Vous êtes en train de tuer votre roman si tant est qu'il a une chance d'être édité. Hein. Parce que d'abord, il est exploité, hein, c'est-à-dire qu'il est traité et mis en vente, et donc plus aucun éditeur n'en voudra. D'une certaine manière, vous allez tomber sur une édition à compte d'auteur qui vous dira « je vous en fais 300 exemplaires », pour 3 000 € quand même, hein, mais 300 exemplaires. Mais oui, mais si votre bouquin est bon, vous n'en ferez plus rien. En plus, les éditions à compte d'auteur ne se chargeront certainement pas de diffuser, c'est-à-dire de faire savoir que votre bouquin existe.
qu'ils confieront éventuellement la distribution à quelqu'un, mais vous ne pourrez le faire lire aux autres que si vous leur dites « commandez-le chez votre libraire qui le commandera au distributeur et qui vous en livrera un », étant donné qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une pile pour un bouquin inconnu. Donc surtout, ne faites pas ça. Allez-y, proposez vos manuscrits à des éditeurs. Alors on dira « ouais, mais ils ne répondent pas toujours ». J'ai dit « attention ». C'est sévère, quelquefois, l'absence de réponse est une réponse. Ça veut dire que ça ne suffit pas, il faut encore le remettre en question. En effet. Et est-ce que c'est une bonne idée de faire lire un manuscrit à un libraire, par exemple? Ça m'est arrivé parfois, c'est toujours délicat. Disons que c'est encore un exercice pour le libraire, c'est trouver les mots honnêtes, qui ne blessent pas. C'est pas forcément évident, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. Je sais qu'on est beaucoup plus vulnérable dans ce moment-là parce qu'on a donné quelque chose de soi dans un manuscrit, et ce quelque chose-là, il est fragile. Hein, si on dit à un moment donné, oui, mais êtes-vous bien certain que votre sujet, traité de cette manière-là, va intéresser des lecteurs ? Voilà. J'ai aussi parfois dit, je suis désolé, mais vous avez des formules qui ne sont pas heureuses, c'est très maladroit. Alors j'en ai souligné quelques-unes, je les pointe du doigt, et je dis, voyez là. Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte. Je dis, voyez, c'est quand même intéressant, faites-vous relire, ça sert à ça. Alors moi, je n'ai pas le temps de faire un travail de relecture complet d'un manuscrit. Je peux simplement dire, il faut encore bosser. Ok. Moi, j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, qu'on n'a pas abordé Non. Alors, je dis non comme ça parce que je sais que je suis intarissable sur le métier de libraire, que je me suis déjà pas mal étendu là-dessus, qu'il y en a toujours à dire. Si, je rajouterais une dernière chose, ce que je ne sais pas si les libraires, quoique, je crois que le pire des libraires, quand il est vraiment convaincu de son métier, il a ça au fond de lui-même. Quand je dis le pire, c'est-à-dire, ce sont de bons libraires, mais de très bons libraires, mais des libraires qui ont peut-être quelquefois été un peu durcis avec l'exercice. Je crois que tous, au fond d'eux-mêmes, n'ont qu'une envie, c'est de trouver aussi, non seulement des lecteurs, mais en plus des gens à qui transmettre l'amour du métier. Ce qui est intéressant, je repense à ça, j'ai eu des stagiaires de première année des métiers du livre. J'ai tous les ans des stagiaires, elle est venue me voir cet après-midi, celle de cette année, de troisième. Hein, le stage de découverte de l'entreprise, c'est très intéressant, de manière à leur dire, voilà, notre métier, c'est ça. Ils ne vont pas tous devenir libraires, loin s'en faut, mais de dire, voilà, ça, de leur rappeler que ce qui est passionnant dans notre métier, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit « Oui, c'est vrai, ce qui est intéressant dans le métier de libraire, c'est de se mettre à la hauteur du lecteur. » Et j'ai fait « Non. Paradoxalement, votre expression est malheureuse. On ne se met pas à la hauteur parce que ça suppose qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Et très souvent, on se laisse aller à un petit peu de vanité et on pense que c'est soi qui est au-dessus, comme si on avait un piédestal de culture. C'est faux, c'est archi faux. On tente de se mettre sur la longueur d'onde. Il m'arrive presque tous les jours de tomber sur des gens qui ont beaucoup plus de savoir et de compétences que moi. Donc il faut aussi rester humble, quoi. Oui, oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Ok, super, merci beaucoup en tous les cas. C'était avec plaisir aussi.